Aujourd'hui, on croise deux sujets photographiques, la photo de paysage et le ratio d'aspect. Pour cet épisode, je vous laisse aller voir en description l'article beaucoup plus détaillé et complet à ce sujet si ça vous intéresse d'approfondir du coup le sujet. Allez, en avant, d'accord. Avant de commencer, je rappelle aussi que vous pouvez accéder gratuitement à ma formation sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors on commence par un petit rappel sur le ratio d'aspect. C'est une sorte de code qui nous permet de savoir quel est l'aspect, la forme d'une photo. Et aussi éventuellement ce que sera sa forme. Alors je parle au futur parce qu'en effet, la forme du capteur va beaucoup jouer sur la forme finale de votre photo. Par exemple, si le ratio d'aspect de votre capteur est en 3,5, dans ce cas, le ratio de votre photo par défaut, ça sera aussi le 3,5. Mais sur les boîtiers récents, donc d'il y a quelques années, c'est possible de modifier le ratio d'aspect final de votre photo directement sur votre boîtier. Et le ratio d'aspect, du coup, c'est un rapport et c'est pas des longueurs. Par exemple, si vous avez un boîtier équipé d'un capteur 24 x 36, donc avec une largeur de 36 mm pour une hauteur de 24 mm physiquement, et bien leur aspect n'est pas de 36 pour 24, mais bien de 3 pour 2. Ça veut dire qu'on a deux hauteurs pour 3 largeurs. Et d'ailleurs, le ratio d'aspect n'est pas utilisé uniquement pour les photos numériques et pour les capteurs, mais aussi pour les vidéos, les écrans et les photos imprimées. Alors le ratio d'aspect s'écrit de cette façon, on a d'abord le chiffre de la largeur, puis après on a 2 points, et puis on a le chiffre de la hauteur. Et le ratio d'aspect qu'on trouve le plus souvent sur les boîtiers, c'est le 4 tiers et le 3 pour 2. Voilà, donc on est tout bon pour ce rappel. Pour ceux qui sont plus intéressés par le sujet et qui veulent avoir plus d'informations, je vous laisse un article très complet à ce sujet, du coup, qui traite de ce sujet en profondeur et en détail, dans la description. Alors quel est le meilleur ratio d'aspect pour la photo de paysage? Alors je vais être aussi direct un uppercut à la boxe, mais il n'existe pas de meilleur rapport longueur que vous pouvez appliquer à toutes vos photos. Parce qu'en effet, le meilleur ratio dépend de l'endroit où se trouve l'intérêt visuel dans votre composition, de l'endroit aussi où se trouvent les distractions, et enfin de votre intention photographique. Chacun des ratios présente des avantages et des inconvénients. Et certains fonctionneront mieux avec certaines scènes que d'autres. Alors un premier point important à étudier pour trouver le meilleur ratio d'aspect, c'est en fait tout simplement d'adapter votre sujet à votre coupe, à la coupe de la photo, donc à la forme de la photo. Imaginons que la plupart de l'intérêt visuel de votre scène se trouve de gauche à droite en suivant une ligne d'horizon. Dans ce cas, vous allez choisir un ratio d'aspect qui met en valeur la largeur de la scène. Par exemple, 16/9. Dans la photo ici, le ciel est peu intéressant et coupe en plus de ça le haut des montagnes. Ainsi l'intérêt se trouve plus en largeur en suivant les montagnes et leurs reflets. Si l'intérêt est à la fois vertical et horizontal, dans ce cas choisissez un ratio qui équilibre hauteur et largeur, comme par exemple le 4/5. C'est le cas lorsque vous avez un élément de premier plan ou lorsque votre photo comporte un ciel intéressant comme ici dans cette photo. Le deuxième point important à étudier, c'est le ciel. Vérifiez sa contribution à la composition. Certaines formes de ratio afficheront trop de ciel dans votre photo de paysage. Si le ciel n'est pas intéressant, en général, l'inclure va diminuer l'impact de votre photo, à moins d'exagérer son inclusion et de jouer sur l'espace négatif qu'il procure. Donc si le ciel n'ajoute rien, utilisez le ratio d'aspect nécessaire pour le recadrer. Dans l'exemple ici, bien que le ciel soit beau, on décide de se concentrer sur la largeur de la scène avec un ratio en 2 pour 1. Le ciel sert ici plutôt de toile de fond. Mais quand on se demande quel est le meilleur ratio d'aspect choisir, on oublie souvent un gros détail, c'est le média final de votre photo. Est-ce que vous allez par exemple imprimer votre photo en grand tirage, en petit tirage? Est-ce que vous allez la publier sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Ou est-ce que vous allez juste la garder sur vos disques durs en attendant? Si vous n'avez aucune idée du média final de votre photo et donc de son ratio d'aspect final, en général le mieux c'est de photographier en 3 pour 2, qui est un ratio assez sécurisant. C'est la solution de sécurité et du non-choix. Et maintenant on va voir différents ratios d'aspect. On commence par le format 1:1, qui est le format carré. Le ratio 1 pour 1 donne à votre sujet plus de présence dans le cadre en resserrant votre composition. En effet, nos yeux se déplacent habituellement de gauche à droite du cadre lorsque nous parcourons une photo, mais avec une coupe carrée 1 pour 1, nos yeux ont tendance à se poser au milieu du cadre, surtout si les éléments ont été disposés avec soin au centre. Donc utilisez cette forme lorsqu'il y a un centre d'intérêt clair et qu'il y a un intérêt visuel égal verticalement et horizontalement. Il permet aussi de se concentrer sur les détails du premier plan éventuellement. Le format carré est idéal pour simplifier une photo et est d'ailleurs bien adapté au paysage minimaliste. Ensuite, on a le ratio 4 tiers. En 4 tiers, un côté est plus long que l'autre, mais la forme globale est presque carrée. Utilisez-le lorsque la scène présente un intérêt à la fois vertical et horizontal. Vous pouvez avoir un paysage qui s'étend à l'horizon, mais vous pouvez aussi avoir un ciel intéressant ou un élément de premier plan. Avec la largeur présente, l'œil voudra naturellement se déplacer de la gauche à la droite du cliché. Ce format est parfait lorsque vous souhaitez minimiser les détails sur les bords de votre cadre, tout en conservant une certaine hauteur. Le cadre restant relativement haut, vous pouvez l'utiliser en combinaison avec un objectif grand angle. Cela permet de guider l'œil de votre spectateur à travers le paysage en mettant en valeur les lignes directrices du premier plan vers votre sujet.
et d'ajouter aussi par la même occasion un petit peu de profondeur. Tout ça sans inclure de détails excessifs au bord du cadre. Ensuite le ratio qui est cinquième, le ratio oublié. Il offre une vue légèrement plus large que le format 1.1 et du coup un champ de vision relativement large globalement. En règle générale, il est suffisamment large pour permettre la prise de vue des détails du premier plan et du sujet principal, mais pas assez pour créer des espaces inutiles. Ensuite le ratio 3:2. En 3:2, la largeur est nettement plus longue que la hauteur, encourageant l'œil à se déplacer de la gauche de l'image vers la droite. Il est donc aussi plus difficile de capturer les détails du premier plan au grand angle en raison de l'espace vertical limité. Cette faible hauteur peut convenir aux scènes où l'intérêt du premier plan est faible ou nul, en particulier si vous utilisez des longueurs focales moyennes comme par exemple le 35 mm. Vous pourrez capturer une grande partie de la scène devant vous, mais vous devrez faire très attention à votre composition. Avec sa largeur, votre sujet risque de se perdre facilement dans les détails, perdant ainsi de son impact. Ce ratio est aussi idéal pour tirer le meilleur parti des lignes directrices diagonales qui mènent par exemple à un point d'intérêt. Mais retenez bien que de manière générale, le 3:2 est boudé par pas mal de photographes de paysages. Il est considéré souvent comme trop large pour des photos de paysages traditionnels, donc il y a trop d'espace à remplir en largeur, mais il est en même temps considéré comme pas assez large pour les photos panoramiques, il n'y a pas assez d'espace du coup sur les côtés. Ensuite de 3:1 ou 2:1, les formats panoramiques. Les ratios panoramiques sont généralement le résultat de l'assemblage de plusieurs photos prises en orientation portrait. Pour les vastes paysages, il n'y a pas de meilleur moyen de les capturer que sous la forme d'un panorama, surtout si vous l'utilisez de manière minimaliste. Cela accentue la sensation d'espace et donne au spectateur l'impression d'être écrasé par la nature elle-même. Il offre suffisamment d'espace vertical dans le cadre pour permettre un bon niveau de détail à l'horizon et au premier plan. Il n'est pas nécessaire que le panorama soit en orientation horizontale d'ailleurs. Par exemple, si vous avez une ligne d'intérêt verticale comme la Voie lactée avec un élément de premier plan, un panorama vertical peut être la bonne forme pour votre scène. Ensuite, on a le 16/9, le format panoramique pour les grands écrans. Avec le ratio 16/9, la scène est plutôt comprimée en hauteur avec une largeur dominante. Il est donc difficile d'attirer l'œil du spectateur à partir du premier plan. Il offre une vue quand même plus large et moins profonde, parce qu'il y a moins de hauteur que le format 2:1. Et les paysages qui se prêtent le mieux à ce format sont notamment les vagues qui déferlent sur la plage, les montagnes ainsi que les lacs. Pour un résultat plus abstrait, vous pouvez aussi capturer des portions de paysage, ou encore là aussi réaliser des assemblages de plusieurs photos, comme on l'a vu avant. Et si on passe en mode portrait? Cela peut vous étonner, mais les deux orientations sont possibles en photo de paysage, donc orientation verticale ou horizontale. Tous les paysages ne présentent pas suffisamment de détails intéressants sur toute sa largeur en orientation horizontale. Et l'orientation portrait aide à éliminer les détails inutiles sur les bords de votre cadre. Donc globalement, si l'intérêt est vertical, on choisit un cadrage vertical, et si l'intérêt est horizontal, on choisit un cadrage horizontal. Mais attention, lorsque vous prenez des photos en mode portrait, certains ratios d'aspect peuvent donner des résultats un petit peu disproportionnés, notamment au niveau de la hauteur. Ce qui fait que vous pouvez avoir des difficultés à bien équilibrer votre composition. Par exemple, avec le ratio 16/9, le cadre peut devenir trop haut pour que vous puissiez le remplir efficacement. Par conséquent, en orientation portrait, il peut être pertinent d'utiliser des ratios avec une hauteur plus petite, comme par exemple le 4/3 ou le 5/4. Vous minimiserez ainsi les risques de créer un déséquilibre dans votre composition avec par exemple beaucoup de ciel ou beaucoup de premier plan. Voilà, on est à la fin de cette vidéo qui portait du coup sur quel est le meilleur ratio d'aspect pour les photos de paysage. Vous retrouvez plus de détails et d'informations dans mon article, comme une étude de cas sur le placement des éléments dans une photo et le ratio, et aussi la conception d'une photo en amont de la prise de vue. Donc c'est deux concepts assez complexes. On n'a pas parlé ici pour pas trop vous submerger d'informations, et j'essaie de rester assez abordable du coup dans mes vidéos. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous y inscrire juste en dessous dans la description. Moi je vous laisse ici à vos ratios d'aspect, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.